Bonjour l'Ukraine, Privit Ukraino. Actualité oblige, vous avez été très nombreux à me solliciter pour un numéro spécial consacré à l'Ukraine, avec comme question récurrente en quoi la situation linguistique de ce vaste pays d'Europe de l'Est peut-elle expliquer partiellement ou entièrement le conflit politique avec la Russie. Pas facile d'y répondre car la configuration linguistique est complexe. Je vais donc tenter de vous donner les repères nécessaires afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Pour cela, nous resterons fidèles à notre traditionnelle approche, à savoir le corpus de la langue, l'ukrainien, le statut des langues en présence dans l'histoire de ce pays et bien sûr un rapide coup d'œil vers la francophonie. On distinguera dans mon exposé 6 temps forts, largement inspirés des travaux de Natalia Shevchenko, à savoir les origines de la langue ukrainienne, la constitution d'une langue standard à partir de 1769, l'ukrainisation des années 20, le processus d'éradication durant les années 30, la politique linguistique des années 50-80 et enfin celle pratiquée depuis l'indépendance en 1991. L'alphabet ukrainien, tout comme les alphabets russe, biélorusse, serbe, bulgare et macédonien est cyrillique. À l'origine, l'ukrainien, le russe et le biélorusse constituaient une seule langue, l'ancien slave ou slavon, parlé au sein de la Rousse de Kiev, entité politique commune à l'histoire de ces 3 États slaves orientaux. Il s'agit du bulgare, ancien, importé avec le christianisme, qui remplit une fonction de langue écrite similaire à celle du latin en Europe occidentale, en opposition à la langue parlée, l'ancien ukrainien russe. Ainsi, dès cette époque, le bilinguisme ou la diglossie sont présents sur l'actuel territoire. Il est attesté que les premières grammaires d'ukrainien ancien apparaissent vers le début du XVIe siècle, tandis que le premier dictionnaire en langue ukrainienne verra le jour en 1596 avec le Lexis de Zizania. À partir de 1654, lorsque l'Ukraine était divisée entre la Russie et la Pologne, l'ukrainien de la partie centre-est se limite à la langue des paysans. Par la suite, les réformes du tsar Pierre le Grand interdiront l'emploi de l'ukrainien dans les textes religieux. Et Catherine II parachèvera la suppression de l'ukrainien littéraire et impulsera une russification massive. C'est alors que Mikhail Lomonosov fonde l'université de Moscou dans le but de normaliser la langue russe. Ces principes stylistiques seront appliqués par Karamzin, qui sera le premier à écrire en russe littéraire moderne et non plus en slavon. Pouchkine, Tourgueniev, Gogol, Dostoïevski lui emboîteront le pas. Mais c'est au plus grand poète ukrainien Shevchenko que l'on doit la formalisation de la langue littéraire ukrainienne, dans un pays divisé entre 2 empires, russe et austro-hongrois. Le standard littéraire ukrainien s'est donc formé dans les années 1920 à l'époque de l'ukrainisation. Une courte période d'indépendance, 1917-1920, est interrompue par la création de la République socialiste soviétique d'Ukraine en 1922. L'Ukraine est alors annexée à l'URSS avec une politique linguistique différente de celle de l'Empire. En effet, la position des communistes était encore très instable dans cet État multiethnique. Leur politique devait être souple. Les diverses nationalités de l'URSS obtiennent ainsi le droit d'utiliser leur langue. L'ukrainien est proclamé langue officielle et le russe obtient un statut de langue générale de communication. À cette époque, Staline partageait les opinions politiques de Lénine et considérait que le développement de la culture était un devoir des communistes. C'est ainsi qu'en 1923 a été approuvé un décret dit d'ukrainisation. Mais le balancier de l'histoire va basculer avec la consolidation du régime soviétique et la nécessité pour les bolcheviks d'imposer une politique nationale dans les républiques. Staline mettra fin officiellement à l'ukrainisation en 1933. Cette nouvelle politique de russification rejoint la politique impériale de la Russie envers l'Ukraine depuis le milieu du XVIIe siècle. Au XXe siècle, la russification du pays était devenue d'autant plus radicale qu'elle menait l'ukrainien à sa disparition en utilisant les méthodes classiques d'assimilation et surtout en modifiant le système même de la langue ukrainienne. La famine de 1932-33 détruisit la paysannerie, source de la langue ukrainienne, et les bolcheviks s'attaquèrent à l'intelligentsia, moteur de son essor. Les mesures d'État des années 1950 à 70 sont une redite de celles du début du siècle, à savoir le dégel de Khrouchtchev, puis la nouvelle vague de russification voulue par Brejnev. La langue ukrainienne fut classée comme non perspective, c'est-à-dire sans avenir. Outre le russe, quelques langues furent aussi classées comme perspectives. L'arménien, le géorgien, le lituanien, le letton et l'estonien. En effet, ces langues, par leur nature linguistique, résistaient bien à la russification, alors que la parenté de l'ukrainien et du biélorusse avec le russe condamna ces 2 langues à l'effacement progressif. Les conséquences de cette politique sont encore visibles de nos jours. Lors d'un récent recensement, 73% se déclarent de nationalité ukrainienne, 22% de nationalité russe et 5% se disent appartenir à d'autres minorités. Après l'indépendance, la question linguistique devient un enjeu important pour l'État ukrainien. La constitution adoptée en 1996 affirme la position de l'ukrainien comme seule langue officielle. Mais dans la constitution de la République autonome de Crimée, 2 langues ont obtenu le statut de langue d'État,
l'ukrainien et le tatar. Le russe a été qualifié de langue de la population majoritaire employée dans toutes les sphères de la vie sociale. À Odessa, il devient langue officielle. Les parlements de Donetsk, Kharkiv, Mykolaiv, Olivka et Kharkiv introduisent le russe comme langue officielle ou comme deuxième langue d'État. Dans les années 2000, plusieurs lois renforçant la position de l'ukrainien sont alors approuvées par le président Yushchenko. En 2014, le président par intérim Turchinov, à peine arrivé au pouvoir, fait voter par le Parlement la suppression des décrets linguistiques pro-russes. Une erreur qui provoquera une vague de mécontentement dans la population des régions du Sud et de l'Est. Turchinov revint alors très vite au texte antérieur, mais cette décision précipitée donna au président Vladimir Poutine le prétexte d'une défense de la population russe en Ukraine, en Crimée d'abord et dans les régions de l'Est ensuite. C'est en 2019, avec l'arrivée de Volodymyr Zelensky, que fut promulguée la loi sur les langues, faisant de l'ukrainien la seule langue officielle. La réaction des russophones et de la Russie ne s'est pas fait attendre. On connaît la suite. Avant de conclure, petit détour par la francophonie en Ukraine. Pays membre observateur de l'OIF, dont de nombreuses universités sont aussi membres de l'AUF, le français est la troisième langue étrangère étudiée, après l'anglais et l'allemand. En Ukraine, environ 300 000 élèves étudient le français, dont plus de 14 000 dans des écoles à enseignement approfondi. Près d'1 millier d'élèves sont inscrits dans les 6 sections bilingues francophones de Kiev, de Dnipro, d'Odessa, de Lviv, de Donetsk, où l'on propose un enseignement général et scientifique. Environ 30 000 étudiants ont choisi le français comme première ou seconde langue dans les établissements d'études supérieures. Une trentaine de départements de français des universités forment les futurs professeurs. Enfin, 5 000 personnes apprennent le français dans les alliances et l'Institut français d'Ukraine. Pour terminer, il convient de répondre à l'épineuse question de départ, à savoir, est-ce que la situation linguistique de l'Ukraine peut expliquer à elle seule l'actuel conflit avec la Russie? Assurément non. Ce motif n'est pas suffisant pour justifier le drame actuel, un drame que je qualifierais volontiers de familial, très souvent les plus violents, car c'est aussi de cela dont il s'agit, et qui rabat les cartes du dit choc des civilisations que Samuel Huntington prévoyait déjà pour ce pays en 1996. Car nous sommes là en présence de belligérants de la même ethnie slave, de la même religion chrétienne orthodoxe, et du même territoire, avec Kiev appelé aussi mère des villes russes et considéré comme le berceau de la Russie. Cela donne à réfléchir, car cet enchevêtrement de paradigmes sociétaux bouscule nos représentations mentales. À l'évidence, l'identité ukrainienne, désormais à l'épreuve du multiple, ne peut se résoudre à une définition en termes ethniques ou linguistiques, mais plutôt en termes politiques, car l'identité d'un peuple se fonde avant tout sur une communauté de valeurs et de destin. Non, le conflit n'est pas d'ordre purement linguistique. Il convient d'aller chercher ailleurs pour en comprendre les tréfonds à la fois historiques et géopolitiques dans ce qui apparaît clairement comme une guerre par procuration entre deux grandes puissances externes à l'Ukraine. Il faut penser avant de s'indigner, nous dit Edgar Morin. On s'en tiendra donc à la sagesse de ce conseil en souhaitant qu'une solution autre que la guerre puisse voir le jour afin que la paix revienne définitivement. Au revoir l'Ukraine, do pobacenia Ukraino. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour d'autres numéros de 7 minutes à la découverte des politiques linguistiques du monde.